bienvenue dans Le Débat. Aujourd'hui, nous plongeons au cœur d'une analyse fascinante issue du document intitulé The VAR Paradox, Investigating Elite Club Bias. C'est une étude qui, franchement, bouscule pas mal de certitudes dans le monde du sport professionnel. Ah, ça c'est le moins qu'on puisse dire. C'est un texte très riche. Absolument. L'objectif de notre discussion aujourd'hui, c'est d'examiner une question centrale très spécifique. L'assistance vidéo à l'arbitrage, ce qu'on appelle communément la VAR, favorise-t-elle de manière inhérente les grands clubs de football européens ? On parle ici de mastodontes comme le Paris Saint-Germain, le Real Madrid ou le FC Barcelone dans des compétitions majeures. Le cœur du désaccord qu'on va aborder, c'est de savoir si les décisions de la VAR sont simplement le résultat mécanique d'une domination sportive sur le terrain, ou si elles sont, disons, imperceptiblement altérées par une pression psychologique et institutionnelle qui affecte les arbitres. C'est exactement ça. Et pour positionner les choses, je défendrai la perspective selon laquelle la VAR est un outil dont la standardisation reflète tout simplement la réalité mathématique de la domination sportive. C'est une lecture par les données. Et je me positionnerai en rupture avec cette lecture purement comptable. Je soutiendrai que la VAR ne parvient pas à supprimer les biais cognitifs humains face aux institutions puissantes. Le problème, c'est que la technologie ne filtre pas la pression. Eh bien, entrons directement dans le vif du sujet. Si on s'en tient à la mécanique du sport, et surtout aux données analytiques présentées dans le document, la thèse d'un favoritisme systémique, elle s'effondre assez vite. Je suis persuadée que la VAR repose avant tout sur un protocole strict. C'est défini par l'IFAB, l'International Football Association Board, et c'est conçu pour appliquer des critères rigoureusement identiques pour tous. Mais surtout, et c'est le point crucial du rapport, il faut regarder la réalité mathématique de la possession. Les données montrent que les clubs d'élite passent en moyenne 65% de temps en plus dans le dernier tiers du terrain par rapport aux équipes de bas de tableau. 65%. Ce qui est énorme, je vous l'accorde. C'est massif. Ils multiplient les touches de balle dans la surface de réparation adverse, donc mathématiquement, ça génère une probabilité exponentielle de situations litigieuses. Plus vous provoquez de déséquilibre, plus vous obtenez de décisions potentiellement favorables. Ce que le public qualifie souvent de biais institutionnel n'est, selon les modèles de pénalty attendus cités dans l'étude, qu'un reflet direct du volume offensif. C'est logique, non ? Logique, mathématiquement, oui. Sauf que réduire le football à une équation de probabilité, c'est ignorer totalement le contexte de l'exécution de la règle. La VAR, ce n'est pas un algorithme automatisé qui rendrait la justice de manière binaire. Non, bien sûr, c'est un outil d'assistance. Exactement, un outil manié par des êtres humains. Et ces humains sont placés dans un environnement de pression psychologique absolument écrasante. Ce que j'appelle le poids institutionnel, et que l'étude nomme très bien l'asymétrie de pouvoir, ça joue à plein. Face à des empires économiques et médiatiques colossaux, la crainte inconsciente de l'arbitre de commettre une erreur fatale pèse lourdement. Dans les situations ambiguës, celles qui requièrent une interprétation subjective, le bénéfice du doute penche inévitablement vers le chemin de la moindre résistance. Le chemin de la moindre résistance, ouais. C'est une expression forte, mais les chiffres globaux du VAR paradoxe contredisent directement cette idée de soumission psychologique. Si ce poids institutionnel était vraiment le facteur déterminant, on devrait voir un écart béant entre les décisions favorables aux grands clubs et celles attendues par les modèles statistiques. Attendez, laissez-moi juste finir sur ce chiffre. Sur un échantillon de 3 saisons complètes dans les 5 grands championnats européens, l'intervention de la VAR s'aligne de manière presque parfaitement symétrique avec le taux de pénétration dans la surface. Ce à quoi nous faisons face en réalité, c'est un biais de perception massif, amplifié par l'écosystème médiatique. Un biais de perception. Oui, totalement. Une erreur ou une décision un peu tangente en faveur d'un mastodonte européen, ça génère des millions d'interactions sur les réseaux sociaux. Ça fait la une des journaux pendant une semaine entière. Mais la même décision exacte pour une équipe relégable, elle disparaît dans les limbes de l'actualité en 2 heures. On confond la résonance médiatique avec un biais structurel de l'arbitrage. Vous invoquez les statistiques globales et c'est de bonne guerre, mais c'est précisément là que réside le piège. Le document met en garde contre ça. C'est l'argument du camouflage statistique. Le volume massif d'attaques des grands clubs dont vous parlez, il crée un écran de fumée parfait. Un écran de fumée, oui, je trouve ça un peu fort. Les chiffres sont transparents. Transparent sur la masse, oui. Sur 300 décisions dans une saison, la répartition semble proportionnelle.
Mais le document souligne de manière cruciale que le biais ne se manifeste pas dans les décisions routinières de la 10e minute de jeu, il se cristallise dans ce qu'on appelle les moments de bascule. Prenez les cas d'études récents mentionnés dans l'analyse, impliquant par exemple le Real Madrid lors des phases à élimination directe de la Ligue des Champions. Ah, je vous arrête là. Le cas du Real Madrid en Ligue des Champions, c'est souvent agité comme un épouvantail par les supporters rivaux. Mais techniquement, de manière empirique, que nous dit ce cas ? Il nous dit absolument tout de la dynamique de pouvoir. Prenons une situation type analysée dans ces rencontres. On est à la 99e minute, un match couperet au Bernabéu. Un but potentiellement hors jeu, ou disons une faute très légère dans la construction pour l'équipe adverse. L'arbitre assistant lève son drapeau de manière précoce ou l'arbitre central siffle instantanément, ce qui annule l'action. La VAR vérifie ensuite, mais comme le sifflet a déjà retenti, le protocole limite drastiquement la capacité de la VAR à ressusciter l'action. C'est le protocole normal, oui. C'est le protocole, mais regardez l'inverse. L'arbitre est appelé devant son écran pour évaluer un contact litigieux dans la surface madrilène. À cet instant précis, il a 80 000 personnes qui hurlent dans son dos. Il sait pertinemment que s'il accorde un pénalty contre l'institution locale, sa carrière internationale va être passée au crible par la presse mondiale dès le coup de sifflet final. Vous pensez vraiment qu'un arbitre de niveau élite pense à sa carrière internationale à la seconde où il regarde l'écran ? Consciemment, oui, c'est de la psychologie de base, c'est ce qu'on appelle le biais de conformité. L'étude montre très clairement que face à cette charge cognitive extrême, l'arbitre devant son moniteur a statistiquement moins tendance à déjuger une décision qui avantage le grand club. Les statistiques globales dont vous parliez, elles lissent ces moments critiques. Mais un championnat ou une Coupe d'Europe, ça se gagne sur ces bascules subjectives, pas sur une faute au milieu de terrain à la 15e minute. Sauf que vous omettez l'architecture même du système VAR, un système qui a été spécifiquement conçu pour neutraliser cette fameuse pression environnementale. L'arbitre vidéo, celui qui initie l'appel et qui dit à l'arbitre central de venir voir l'écran, il n'est pas sur la pelouse du Bernabéu. Il est souvent isolé dans un centre de visionnage à des centaines de kilomètres, que ce soit à Nyon, à Paris ou à Stockley Park en Angleterre. Oui, le fameux bunker. Exactement. Et ce sas de décompression est fondamental. Il analyse des images froides, loin des cris de la foule. Et de plus, le protocole de l'IFAB exige que pour qu'une décision soit modifiée, il doit y avoir une erreur claire et évidente. Ce seuil d'intervention, qui est extrêmement élevé, ce n'est pas une faille du système, c'est un bouclier. Il garantit que la VAR n'intervient pas pour réarbitrer le match au ralenti sur de simples petites nuances. L'argument selon lequel l'arbitre central cède à la panique sous-estime gravement la formation continue et le grand professionnalisme exigé à ce niveau. Si l'arbitre maintient sa décision après avoir consulté l'écran, c'est parce que les images ne franchissent tout simplement pas ce seuil de l'erreur manifeste. Et c'est un standard qui est appliqué avec la même rigueur clinique partout, pour toutes les équipes. C'est une lecture, permettez-moi de le dire, extrêmement théorique du règlement. Dans la pratique, ce concept d'erreur claire et évidente est un véritable désastre linguistique et procédural. Et l'étude pointe ce problème du doigt. C'est une pure illusion de standardisation. Une illusion. Pourtant, les faits sont là. Oui, pour les faits objectifs, ça fonctionne parfaitement quand il s'agit de faits binaires. Un ballon a franchi la ligne ou non, un joueur est hors jeu ou non. Là, d'accord. Mais l'étude rappelle que 80% des polémiques liées à la VAR concernent ce qu'on appelle les zones grises, l'intensité d'une faute, la notion de mouvement naturel pour une main dans la surface, l'intentionnalité d'un geste. Et c'est précisément dans ces interstices subjectifs que le biais cognitif s'engouffre. Je vous pose la question, comment définissez-vous mathématiquement l'intensité d'un contact au ralenti ? C'est impossible. Justement, les ralentis permettent de décomposer la biomécanique du mouvement. Ils permettent d'objectiver ce qui a totalement échappé à l'œil nu à vitesse réelle. C'est factuellement faux d'un point de vue psychologique. Et les recherches sur le biais d'action incluses dans le rapport le prouvent de manière éclatante. Le visionnage au ralenti ne rend pas l'action plus objective. Il amplifie artificiellement la perception de l'intentionnalité et de l'intensité. Quand un arbitre visionne un contact au ralenti, un léger effleurement ressemble soudainement à une agression délibérée. Oui, mais l'arbitre a aussi accès à la vitesse réelle sur l'écran. Certes, mais l'outil technologique lui-même déforme d'abord la réalité du terrain par cet arrêt sur image. Et ajoutez à cela la dynamique sociale. Quand l'arbitre principal est appelé sur le bord du terrain pour visionner ce ralenti déformant, le protocole lui envoie un message implicite très fort. En gros, ça lui dit
Ton collègue dans le bunker, expert comme toi, pense que tu t'es trompé. C'est une invitation à revoir, pas un ordre de changer. Officiellement, oui, mais la pression est double. Il y a celle de l'institution qu'il juge sur le terrain et celle de la technologie incarnée par son collègue qui le contredit. Dans cette tempête cognitive, le statut de l'équipe impliquée agit comme un poids complètement invisible sur la balance de la décision finale. Le bénéfice du doute, cette fameuse marge d'interprétation de l'intensité dont on parlait, elle ira naturellement au plus fort. C'est humain. Je trouve cette vision de la psychologie de l'arbitre particulièrement réductrice, pour être honnête. Vous postulez que le processus décisionnel est figé, qu'il est coincé dans ce biais conformité. Pourtant, le document lui-même explore des pistes concrètes où le système s'adapte et évolue, précisément pour éliminer ces zones de subjectivité. Quelle piste, par exemple ? Regardez la trajectoire de l'automatisation. Le hors-jeu semi-automatique en est l'exemple le plus frappant abordé dans l'étude. Avant ça, nous avions des débats interminables sur l'alignement des pixels, où la suspicion de favoritisme empoisonnait chaque hors-jeu millimétrique en faveur d'un grand club. C'est vrai, les fameuses lignes tracées à la main. Exactement. Aujourd'hui, la technologie des puces intégrées au ballon et du tracking corporel supprime totalement l'humain de l'équation sur cette ligne spécifique. L'interprétation disparaît et avec elle, la suspicion s'évapore. L'objectif à long terme du protocole n'est pas de laisser les arbitres se débattre indéfiniment avec la subjectivité. C'est de réduire continuellement l'empreinte humaine sur les faits qui sont mesurables. Alors, le hors-jeu semi-automatique est une formidable prouesse d'ingénierie. Je vous l'accorde sans réserve. Mais il faut regarder la réalité en face. Il ne traite qu'une fraction infime du problème global de l'arbitrage. C'est un point de départ. Mais le football n'est pas l'athlétisme. Ce n'est pas qu'une question de franchir des lignes géométriques. C'est par essence un sport de contact, de duel, de ruse, de malice. Vous ne pourrez jamais automatiser l'évaluation d'une faute d'anti-jeu subtil ou d'une main légèrement décollée du corps lors d'un tacle glissé. L'humain sera toujours au final le juge ultime de ces interactions complexes. Prétendre que la technologie va pacifier le football en le rendant purement objectif, c'est méconnaître la nature même de ce sport. Le paradoxe de la VAR ne se résoudra pas en ajoutant des caméras. Le problème n'a jamais été un manque d'images, mais le prisme psychologique à travers lequel ces images sont interprétées. C'est intéressant que vous parliez d'interprétation, car il y a un autre levier, évoqué dans l'étude, qui répond directement à votre critique sur la prise de décision. Et ce n'est pas un levier technologique au sens strict, mais un levier de gouvernance. Et je parle de la transparence audio. Ah, la diffusion des micros. Oui, certaines ligues avant-gardistes diffusent désormais les échanges vocaux entre l'arbitre central et le quart régie. En rendant publiques ces conversations, on entend enfin la méthodologie. On entend l'arbitre vérifier spécifiquement les critères de l'IFAB, demander un autre angle de caméra pour évaluer l'intensité du contact et justifier son choix en temps réel. Cette transparence détruit complètement le mythe d'une décision prise sous le coup de la panique ou d'une prétendue allégeance à un club dominant. Vous trouvez que ça détruit le mythe ? Absolument. Elle expose une démarche rationnelle, professionnelle, qui se confronte simplement à la difficulté inhérente de la règle. Le public comprend alors que la décision, même controversée, n'est pas corrompue par un biais institutionnel. Elle est le fruit d'une application rigoureuse d'un règlement qui est, lui, parfois imparfait. L'audio change tout dans la perception. Écoutez, la diffusion de l'audio est une excellente opération de relations publiques de la part des ligues, je ne dis pas le contraire. Mais ce n'est en aucun cas une preuve d'impartialité structurelle. Entendre un arbitre justifier sa décision ne fait que mettre en lumière la rationalisation a posteriori de son choix. Mais il parle en temps réel, pendant qu'il prend la décision. Ce n'est pas a posteriori. Le processus cognitif est si rapide que la verbalisation est souvent la justification d'une intuition. Le cerveau humain est extraordinairement doué pour trouver des justifications techniques à une décision qui a été prise sous influence. Quand l'arbitre de la VAR dit par exemple « regarde l'angle de la cheville », il y a de l'intensité, en fait il sélectionne l'information visuelle qui valide la sanction qu'il ressent déjà comme nécessaire. Cette transparence audio montre la mécanique d'une décision, oui, mais elle n'efface absolument pas la pression latente qui a orienté le regard de l'arbitre vers cet angle précis plutôt qu'un autre. Les grandes institutions conservant toujours cette aura, ce pouvoir d'intimidation tacite qui infléchit subtilement la manière dont les règles grises sont appliquées. Ce n'est pas de la corruption, attention, c'est de la sociologie pure. C'est un argument solide. Mais si on prend un peu de recul sur tout ce qu'on vient de déployer, ma position reste solidement ancrée dans l'analyse structurelle du jeu que propose l'étude. Le document nous montre que le fameux paradoxe de la VAR est largement une chimère construite par notre perception sélective des événements.
La réalité, c'est que les données valident le système. La VAR reflète mathématiquement la suprématie des élites sur le rectangle vert. Une équipe qui confisque le ballon et campe dans la surface adverse s'expose à plus de décisions arbitrales et, par la simple loi des probabilités, à plus de décisions en sa faveur. L'outil vidéo n'a pas inventé le déséquilibre inhérent au football de haut niveau. Il a simplement mis sous un microscope très puissant. Et les améliorations protocolaires comme l'automatisation et la transparence accrue prouvent que le système est robuste et capable de limiter les scories de la subjectivité. Et ma lecture de cette même analyse nous mène, vous l'aurez compris, à une conclusion diamétralement opposée. Les statistiques globales sont le paravent d'une réalité psychologique tenace. La VAR a promis au monde du football une justice chirurgicale, mais elle a en réalité souligné notre incapacité humaine à juger sans influence. Face à l'écrasant pouvoir médiatique et économique des cadors européens, l'arbitre, même armé de 10 ralentis sous des angles différents, reste un homme seul. Il est soumis à des biais cognitifs de conformité et de conservation. Tant que le football comportera des zones grises nécessitant l'appréciation humaine, la technologie sera toujours perméable au point institutionnel. La vraie leçon de ce paradoxe, au fond, c'est que l'outil technologique parfait n'existe pas pour un cerveau imparfait. C'est très bien résumé. Il est clair que la friction entre nos deux analyses tient vraiment à cette frontière délicate entre la donnée objective, pure, et la psychologie humaine complexe. S'il y a un point de convergence solide qui émerge de l'étude, je pense qu'on sera d'accord, c'est que l'automatisation de certaines décisions factuelles et la publication des échanges audio représentent des pas en avant. C'est peut-être la seule voie viable pour désamorcer la suspicion du public, même si, comme vous le soulignez très justement, cela n'effacera jamais complètement la complexité humaine. Exactement. Cette discussion démontre bien que scruter la VAR, c'est finalement examiner un miroir tendu à nos propres rapports de force sociologiques. L'illusion d'une objectivité pure, même assistée par l'intelligence artificielle la plus pointue ou la vidéo en très haute définition, ça reste le grand mythe du sport moderne. Et c'est sur cette tension irrésolue entre la machine mathématique et le jugement humain que nous allons laisser nos auditeurs réfléchir. Nous vous invitons vivement à plonger vous-même dans les données et les modèles de cette étude du VAR paradoxe. Vous pourrez ainsi vous forger votre propre opinion sur ce qui se joue réellement dans les coulisses des grandes décisions arbitrales. Merci de nous avoir suivis pour cette analyse et à très bientôt.